Bonjour. Donc, en tant que membre du TRT5 CHV, je vais vous parler, je vais co-animer, co-présenter cette diapo avec Mélanie, donc coordinatrice du TRT5, pour la première fois. Je suis très contente de partager ce moment-là avec Mélanie. Donc sur le rôle des associations dans l'accès à l'innovation en santé, et donc plus spécifiquement le rôle joué par le TRT5 CHV. Donc le TRT5-CHV, pour celles et ceux qui ignoraient encore ce qu'il est, donc c'est un collectif interassociatif qui est issu de la fusion en fait, de deux collectifs qui existaient précédemment, donc le TRT5 créé en 92 et le comité sur les hépatites virales qui avait été créé en 2000. Et les deux ont fusionné en 2019 pour rassembler aujourd'hui 14 associations qui œuvrent dans la lutte contre le VIH, les hépatites et les IST. Et donc le TRT5-CHV en fait, se mobilise autour des enjeux de la recherche clinique, de l'accès aux avancées thérapeutiques et toujours dans la question de la représentativité et de l'intérêt des personnes concernées. Donc on a beaucoup parlé d'innovation aujourd'hui et la question se pose de définir l'innovation en santé. On a déjà eu des éléments de définition notamment ce matin et on peut voir que quand on parle d'innovation en santé, communément en fait, elle est employée pour parler d'innovation thérapeutique, technique, de médicaments. Mais il s'avère que la nouveauté n'est à notre sens pas toujours innovante. Par exemple, la présentation ou la sortie de nouveaux antirétroviraux sous forme Péros est nouvelle, mais elle est peut-être pas forcément considérée comme innovation parce qu'elle ne va pas forcément bouleverser la prise en charge et l'organisation des soins des personnes, alors que les long-acting, on l'a suffisamment vu aujourd'hui, peut être considérée comme innovation puisqu'elle ouvre vraiment à de nouvelles possibilités de prise en charge et d'organisation des soins et de nouvelles formes en fait, d'être suivi pour son VIH. Par ailleurs, l'innovation en santé, et c'est surtout ce point que je vais développer, n'est pas que le médicament. Or, quand on regarde quelques exemples de définition institutionnelle, donc là, par exemple, nous avons la définition de la HAS, le caractère innovant est apprécié d'abord par la nouveauté, mais surtout, en fait, ce qui est important comme critère, c'est le fait de répondre à un besoin médical pertinent et qui serait peu ou pas, en tout cas, pris en charge et à réduire significativement les dépenses de santé. Donc là, on voit aussi que l'innovation a aussi son intérêt économique dans sa définition, en tout cas pour les institutions. Une autre définition que nous avons relevée est celle qu'on peut trouver dans un rapport du Sénat qui reprend en fait une définition de l'Institut national du cancer, où on retrouve cette idée de répondre à un besoin médical non ou mal couvert, améliorer la survie globale, et ensuite viennent des critères comme l'appartenance à une nouvelle classe thérapeutique, donc on a quand même toujours cette idée du médicament, de la technicité, la qualité de vie, on en reviendra et on en a déjà beaucoup parlé, la confirmation des résultats en vie réelle et l'augmentation de la durée de rémission, puisqu'on est là sur une définition notamment qui se réfère au cancer. Sauf que pour nous, pour le collectif TRT5-CHV, il y a des critères qui doivent être pris en compte bien au-delà en fait, du thérapeutique. Ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte des critères précédemment cités, mais pour nous, l'innovation en santé n'est pas seulement thérapeutique, c'est surtout en fait quelque chose de social, de réglementaire, et notamment l'aspect social est très important. Nous avons repris une citation qui dit effectivement l'innovation n'est pas uniquement la découverte ou l'invention, qui n'est d'ailleurs pas seulement technique, mais dans le processus social qui mène à son usage. Et c'est cette notion de processus social qui est très important à nos yeux, puisque ça signifie en fait que l'innovation doit être co-construite avec les personnes auxquelles elle s'adresse et qu'elle doit pouvoir effectivement inclure dès la conception de l'innovation les personnes concernées par cette dernière. Enfin, l'innovation doit améliorer la qualité de vie des personnes, donc là, au sens de l'OMS. Je ne vais pas forcément reprendre la définition qu'on a vue ce matin, mais effectivement, la question en vie réelle, au quotidien, au concret, qu'est-ce que l'innovation apporte aux personnes à qui elle s'adresse? Est-ce que c'est vraiment une innovation pour ces personnes, au-delà de, on va dire, un challenge scientifique ou médical qui aurait pu être abouti? Est-ce que concrètement, ça améliore le quotidien des personnes? Et de quelles personnes? Puisqu'on l'a vu que la qualité de vie, on est un homme blanc, cisgenre, dans une ville, une métropolitaine du sud de la France ou à Paris, c'est pas la même chose qu'une femme migrante en situation irrégulière, et la qualité de vie va pas forcément du coup avoir les mêmes, et les objectifs d'amélioration de la qualité de vie seront pas les mêmes.
Donc en fait, pour synthétiser un petit peu cette idée que l'innovation en santé n'est pas que thérapeutique, n'est pas que technique, en fait, c'est de prendre l'idée que l'innovation en santé, en fait, elle est inscrite dans tout un système. En fait, elle comprend l'ensemble du système de santé et de ses acteurs, et elle doit tenir compte de la complexité de ce système, de ses dynamiques, de ses interactions, avec donc bien évidemment des aspects réglementaires, puisque l'innovation, elle est encadrée par des autorisations, des textes et décrets qui vont permettre de mettre sur le marché un nouveau produit ou de permettre un nouveau dispositif. Par exemple, la question de la PrEP, les TROD ou les TROD communautaires, il y a des textes qui viennent encadrer ça. Elle vient aussi bouleverser ou en tout cas modifier les aspects organisationnels avec l'émergence de nouvelles pratiques professionnelles. On l'a vu aujourd'hui avec effectivement la question des long-acting, mais par exemple, moi je pense aussi à l'émergence le développement de la médiation en santé, qui est une nouvelle pratique professionnelle qui peut être considérée comme une pratique en santé innovante, puisqu'elle vient modifier, elle vient apporter de nouvelles façons d'accompagner les personnes et d'inclure les personnes concernées en fait dans l'accompagnement et le parcours de santé. Elle vient aussi provoquer des modifications dans les usages et les expérimentations en vie réelle, et elle peut aussi entraîner des modifications de management. L'innovation doit être transdisciplinaire, dans le sens où elle doit pouvoir croiser les sciences et les expertises biomédicales, techniques en recherche fondamentale et en sciences humaines et sociales. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu aujourd'hui, où pour pouvoir inscrire une innovation dans la vraie vie, ça veut dire qu'il faut prendre le contexte économique, culturel, politique dans lequel elle s'inscrit, et je dirais même sur les territoires dans lesquels elle s'inscrit, puisqu'une innovation dans une ville comme Paris va peut-être pas pouvoir s'inscrire et se développer de la même façon que dans certaines régions moins dotées en services, en dispositifs médicaux, moins dotées en associations, etc. Et enfin, l'innovation, elle est aussi inscrite dans un système en fait, de gouvernance avec la participation de toutes les parties prenantes dès la conception, dont les personnes concernées par l'innovation. Et enfin, avoir accès à l'innovation en santé, on a défini un peu ce que c'est l'innovation pour nous, mais la question de l'accès, en fait, on peut le voir comme un gradient. Donc, on a effectivement le premier étape qui serait que le produit est commercialisé ou le dispositif est autorisé. Est-ce que ça signifie qu'on a accès à l'innovation ? Pas forcément. Deuxième gradient, ce serait est-ce que ce produit est disponible et est-ce que ce dispositif est mis en place où, comment et pourquoi ? Par exemple, si c'est une innovation qui se fait dans des centres hospitaliers, est-ce que c'est les centres hospitaliers de référence dans les grandes métropoles ? Quid des petits centres hospitaliers plus ruraux ou dans les régions pas du tout dotés. Voilà, c'est un deuxième palier d'accès à l'innovation. Et enfin, il y a l'innovation qui serait donc commercialisée, autorisée, disponible et mise en place sur tous les territoires. Est-ce qu'elle est adaptée aux usages en vie réelle ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est adaptée à toutes et pour tous ? Si oui, tant mieux. Sinon, pourquoi ? Quels sont les leviers, les freins à lever ? Et donc, on est vraiment sur un gradient vers l'accessibilité à l'innovation pour toutes et tous et sur tous les territoires. Et donc, je vais laisser la parole à Mélanie qui prend la suite. Oui, merci Hélène. En fait, quand on a pensé à cette présentation, donc on s'était dit qu'effectivement, ça valait le coup qu'on vous explique ce que c'est que l'innovation pour nous, mais aussi concrètement, quel est le rôle du TRT5 dans cet accès à l'innovation. Pour beaucoup, je pense que c'est pas forcément extrêmement clair parce qu'on a toute une partie du travail qu'on fait qui est complètement opaque, et on s'est dit qu'à l'occasion des 30 ans, ce serait quand même chouette de vous montrer tout le travail qui est fait en fait par le collectif. Cette slide, c'est pour vous montrer en fait le parcours du médicament. Je vais reprendre rapidement, je ne vais pas vous faire un cours sur le parcours du médicament, mais c'est important quand même d'avoir une idée des différentes étapes. Pour certains, je pense que c'est très clair, et pour d'autres, un peu moins. Il y a quand même 3 grandes étapes. C'est une partie de développement, qui est la recherche-développement, la recherche clinique. Une fois qu'on a un produit qui est fini, il y a un processus d'autorisation réglementaire pour qu'il puisse être commercialisé. Et ensuite, une 3e étape qui est la vie du médicament en vie réelle. Je vais vous montrer par des exemples un peu concrets comment nous, en tant que collectif qui représentons des usagers, on intervient pour porter la parole des patients à différents niveaux.
Donc la première étape, c'est lors de la recherche et développement. Alors c'est vrai que c'est essentiellement lors des rencontres avec l'industrie, parce que la recherche fondamentale, elle est beaucoup portée par les recherches académiques, mais la recherche et développement à des stades précoces, c'est quand même beaucoup l'industrie qui va le porter. Donc pour nous, ces échanges sont quand même très très importants, parce que ça nous permet de faire remonter les besoins des personnes concernées. Ça nous permet de porter certains plaidoyers. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est celui sur la meilleure représentativité dans les essais cliniques. On en a parlé ce matin. C'est quelque chose avec lequel on échange régulièrement avec la recherche privée, mais également la recherche académique publique. Et ça nous permet aussi d'avoir une information sur les pipelines et les recherches en cours, et d'exercer aussi une vigilance sur ces recherches. Là, en l'occurrence, sur le cabotegravir en PrEP, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de VIV aujourd'hui. Le cabotegravir en PrEP, ça va arriver. Nous, en tant que collectif, on a une vigilance non seulement sur quels sont les échecs de la stratégie, est-ce qu'ils sont expliqués, est-ce que ce produit peut arriver de manière sûre sur le marché, et surtout à qui il va s'adresser. Et justement, d'autant plus qu'on peut avoir des inquiétudes par rapport à cette question de comment prendre le produit, est-ce qu'il n'y a pas de crainte par rapport à des échecs de stratégie, etc. Voilà. Donc typiquement, là, sur le cabotegravir, il y a aussi une question de disponibilité du produit pour des essais autres que ceux qui sont menés par le labo, pour avoir plus de données, pour avoir aussi une évaluation qui sera plus facile à obtenir. Parce que le travail qui est fait dans le cadre de la recherche sert également à avoir une évaluation du produit qui est positive pour qu'il puisse être commercialisé. Donc on rencontre VIV en octobre sur le sujet. Vous pouvez interroger VIV, mais je pense qu'on va attendre octobre, nous, pour poser des questions. Donc évidemment, tout ce dont on parlait tout à l'heure, cette vigilance et ces plaidoyers, on le fait aussi avec la recherche académique. Néanmoins, on a un lien extrêmement fort avec la NRS AMIE qui nous fait de la place, qui nous a fait une place de partenaire en fait au sein de l'agence, et on les en remercie évidemment. Je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'on fait avec l'agence, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait partie en fait du processus de l'animation de la recherche, qui nous permet en fait, dans les meilleurs des cas, d'arriver à co-construire ensemble des projets de recherche. Je ne vais pas revenir sur Hypergay parce que je pense que tout le monde connaît, et que en plus on en parle un petit peu dans la vidéo de ce soir pour ceux qui seront là pour le documentaire. Mais l'idée, c'est que les patients ne soient pas seulement des juges de la recherche, mais qu'ils puissent vraiment être à l'origine des problématiques de recherche. Donc ça, c'est la première étape. Sur la deuxième étape, c'est la partie de l'autorisation. Là encore, je ne vais pas vous faire un cours, mais il faut comprendre que lorsqu'un médicament est fini et qu'il demande son autorisation mise sur le marché, d'abord, il le fait à l'Europe, et puis ensuite en France. Donc ça, c'est fait par la NSM. Et ensuite, il y a une partie d'évaluation du médicament en vue de son remboursement. Et ça, c'est assuré par la HAS pour la partie évaluation du service médical rendu, puis par le CEPS. Alors, l'évaluation du médicament, je pense que pour beaucoup, vous le savez, mais ça se fait à la HAS et par la commission de la transparence, qui est une commission pluridisciplinaire et qui évalue les médicaments pour le service médical rendu, pour l'amélioration du service médical rendu, mais également sur le bon usage. Donc, ce n'est pas seulement de savoir si le médicament il est plus ou moins efficace que tel ou tel traitement, mais c'est aussi quelle est sa place dans la stratégie et quelle est la population cible à qui il va s'adresser. Alors ça fait longtemps que le HAS fait ce travail-là, mais c'est seulement depuis 2017 que les associations peuvent contribuer à cette évaluation de manière formelle. Il y a un dispositif qui permet de le faire, et le TRT5-CHV est d'ailleurs le plus gros contributeur, sachez-le, de l'évaluation du médicament en France. On n'évalue pas le produit en général, mais on évalue le produit dans une indication. Alors ça, c'est très important à comprendre, c'est qu'on n'évalue pas le lenacapavir pour ce qu'il est dans toutes les indications, tous les produits, mais pour un type de prescription pour certaines personnes qui ont certains profils, etc. Et nous, du coup, dans ces évaluations, alors on aime beaucoup en faire montrer que oui, on a lu des papiers et des publications, mais en fait, ce qui est surtout attendu de ces contributions, c'est l'impact sur la qualité de vie. On en parlait ce matin, la prise en compte de la qualité de vie dans l'évaluation, elle est très compliquée par les autorités de santé. Néanmoins, c'est vraiment un travail important. Je vais vous montrer des exemples un petit peu après, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire. Je vais vous montrer des exemples. C'est aussi un regard critique sur les données disponibles. C'est qu'on sait qu'il y a un dossier qui est monté par la HAS auquel nous n'avons pas accès. C'est un sujet entre nous et la HAS.
mais c'est important qu'on puisse aussi dire que pour certaines données, de ne pas les prendre telles quelles, en fait, qu'elles méritent en fait, d'être nuancées et regardées de manière critique. C'est aussi les attentes au regard de l'épidémie ou de la disponibilité de l'arsenal thérapeutique, donc des enjeux médico-économiques au-delà du médicament. Et c'est aussi exprimer nos points de vigilance, nos craintes. Je vais vous donner un exemple, par exemple, c'est celui sur le cabotegravir en traitement, où là, en termes d'impact sur la qualité de vie, pour nous, c'était important d'exprimer qu'il y avait cette question de discrétion du traitement ou bien de la charge symbolique de la prise quotidienne. Excusez-moi. Et bien ça, c'était hyper important qu'on le dise, parce que si vous lisez les minutes en fait, de la Commission de la transparence, on a des médecins qui sont d'autres pathologies qui disent je ne comprends pas comment ça peut être mieux d'avoir une injection qu'une prise orale, ou merci, moi, mes patients, moi, ils me voient, mieux c'est. Ouais. Donc, il faut bien comprendre que cet impact sur la qualité de vie des traitements, il n'y a que les patients en fait, qui peuvent en parler de la bonne manière. Et après, c'est aussi, quand je vous dis qu'il faut avoir un regard critique, on en a beaucoup parlé, mais c'est les biais aussi d'inclusion dans les essais, où on ne peut pas apprendre pour argent comptant les échelles et les mesures de qualité de vie de n'importe quel essai industriel, parce qu'on sait qu'il y a des biais de recrutement, parce qu'on sait qu'il y a des biais X ou Y dans des échelles utilisées. Et ça, c'est aussi à nous de le dire dans les évaluations. Notre exemple, c'est le lenacapavir, donc on en a beaucoup parlé ce matin, qui est très attendu. Sachez qu'en fait, le lenacapavir va être bientôt sur le marché, hein, évidemment si l'évaluation est positive, mais seulement dans une indication pour des patients qui sont multirésistants. Donc on a participé à cette évaluation. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est important pour nous de faire valoir que le lenacapavir, il arrive dans un moment où les traitements pour les personnes multirésistantes sont menacés. Le Fuséon va avoir une arrêt de commercialisation. Le Trogarzo, on ne sait pas combien de temps on l'aura sur le territoire. Et ça, c'est hyper important que la Commission de la transparence le sache et en prenne compte, en fait, dans leur évaluation. Et ça, c'était pour le Descovy, c'était aussi pour montrer que on pouvait aussi être en colère sur personne n'était naïf sur le dépôt de l'évaluation du Descovy et le calendrier. Je pense que tu vas en parler, Inès. Voilà. Ensuite, on parle au CEPS. Donc, je vais passer assez rapidement. Apparemment, je suis trop longue. Sur la fixation du prix, je voulais vous donner juste un exemple qui est récent aussi, parce que la possibilité d'être auditionné pour la fixation de prix, elle est très récente, mais on l'a exploité cette année. Pour le Trogarzo, comme vous le savez, en fait, le Trogarzo, c'est un traitement qui a été retiré du marché avant même d'être commercialisé pour échec de négociation de prix. Et aujourd'hui, en termes d'accès à l'innovation, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en négociation avec la NSM pour voir quelles peuvent être les possibilités d'accès aux produits import, par exemple. Enfin, dernière étape, c'est le médicament en vie réelle. Alors ça, je vous donne l'enjeu, c'est de transformer l'environnement. C'est une expression d'Hélène et que je trouve très très juste par rapport à ce qu'on doit faire en tant qu'association, en fait. C'est bien d'abord d'avoir un produit, mais s'il n'est pas utilisé, ça ne suffit pas, en fait. Par exemple, là ce matin, moi j'étais contente de voir dans la présentation de Pierre Delobel cette partie sur l'allaitement, parce que si l'allaitement est devenu un sujet, c'est grâce au travail des associations membres du TRT5, notamment le comité qui a beaucoup porté ce sujet, mais aussi au travail des représentantes du collectif au sein du chapitre du rapport d'experts. La grève solidaire, ça aussi c'est un travail qui a été mené pendant plus de 10 ans de plaidoyer pour qu'elle soit possible. L'arrêté est sorti en juillet 2021. Les premières greffes devraient commencer cette année. Voilà. Donc, cette possibilité réglementaire, elle est arrivée parce que le collectif l'a voulu. Je ne veux pas sur les traitements injectables pour tous et toutes, en fait, parce que je pense que vous en parlerez peut-être dans la table ronde sur la PrEP. En conclusion, déjà l'objectif de cette présentation, donc, c'était de vous parler un peu de ce qu'on fait, mais c'était aussi de vous parler du fait que le TRT5 a 30 ans aujourd'hui et que ce qui marque en fait dans son histoire, c'est cette capacité d'adaptation et d'évolution pour s'adapter aux enjeux en fait. Et dans l'accès à l'innovation, on voit bien en fait que chaque étape supplémentaire demande une nouvelle compétence, un nouvel interlocuteur, un nouveau réseau. Et ça, c'est quand même la force du collectif depuis 30 ans d'avoir su faire ça. Merci pour votre attention.